Mais ce qui m'a frappé dans votre argumentaire déjà, Alexandre Delval, c'est que pour vous, enfin, vous avez sous-entendu qu'il y avait une provocation, que c'était recherché. Mais c'est tout à fait recherché. C'est le principe aussi des révolutions de velours. Vous savez, Gene Sharp, le théoricien des révolutions et de la guerre pacifique, il dit notre force, c'est la force de l'ordre qui est en face. Il faut pousser l'État, qui a le monopole de la force légitime, à employer cette force pour la retourner contre lui, pour le délégitimer. Mais c'est quand même une action subversive qui vise à discréditer et à délégitimer la seule violence qui est autorisée, qui est celle de l'État de droit. On l'oublie. Et c'est une forme de violence d'occuper un lieu public sans autorisation préalable, alors que la manifestation a été refusée. Et c'est le problème aujourd'hui de nos démocraties. Pour vous, c'est des militants violents ? Et même quand une cause... alors regardez ceux qui manifestent contre l'avortement. Alors dans ce cas, pourquoi ceux qui manifestent contre l'avortement et qui vont essayer d'empêcher des avortements dans les hôpitaux, ce seraient des fascistes et des nazis. Mais eux, comme c'est la cause écologiste, ils auraient le droit de faire de la désobéissance civile. Regardons ce qui se passe à Hong Kong. Il y a toujours deux poids, deux mesures. Ça fait des semaines, des mois à Hong Kong, des millions de gens dans la rue, et encore aujourd'hui un parlement qui a été attaqué. Et bien finalement quelques heures, mais on voit à la fois du côté de l'intervention de la police que c'est maîtrisé, et des manifestants qui respectent. Je ne sais pas s'il y a des leçons à retenir. Enfin, c'est le civisme asiatique hongkongien. Hong Kong, ce n'est pas un endroit où il y a beaucoup d'absence de civisme. C'est un peu comme Singapour, c'est une mentalité extrêmement civique. Donc ça se passe différemment, mais ce n'est pas le cas de la France. Ça se saurait si les Français étaient aussi civiques. Et on ne verrait très probablement. Donc comment faire face à cela ? Parce qu'il y a les syndicats de police qui vous disent mais nous, on est démunis. On ne peut pas faire grand-chose. Et c'est tout le piège de ce genre d'action, c'est que si vous réagissez en utilisant l'ordre, même légal, vous êtes un horrible fasciste. Voilà. C'est-à-dire, si vous réagissez, vous êtes piégé, parce que vous êtes tombé dans le piège. Et si vous ne réagissez pas, eh bien, vous donnez une sorte de jurisprudence, vous constatez, vous acceptez l'illégalité d'une manifestation non autorisée. Donc, dans les deux cas, les forces de l'ordre sont piégées. Qu'elles agissent ou qu'elles n'agissent pas, celui qui fait ce genre d'opération, d'action de désobéissance civile, qui provoque la violence de l'autre en se posant en victime, il est persuadé de gagner presque à chaque fois. Et donc, c'est quelque part génial comme théorie de communication. D'autant plus que la désobéissance civile aujourd'hui... Mais c'est violent, puisque susciter la violence de l'autre, c'est une forme de violence. Mais si, parce que... Mais moi, j'ai étudié les écrits de Gene Sharp, qui est le théoricien actuel de tout ce genre d'opération. Il dit « Notre force, c'est la violence de l'État que nous allons provoquer. Nous allons obliger l'État à devenir violent. » C'est une forme de violence que vous poussez l'autre à être violent. D'accord, mais enfin, bloquer un pont... C'est utiliser la violence comme dans le judo. Al-Qaïda et ça, c'est pareil, quoi. Non, pas du tout. Ah non, ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est une forme de violence, puisqu'on provoque, on attend, on cherche à ce que l'autre soit violent. On lui demande d'être violent. On fait tout pour qu'il soit même obligé d'être violent. C'est la dualité que vous êtes en train d'installer. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'action... Des actions qui font parler, ça c'est sûr, elles sont à la une des médias et c'est l'objectif, puisque l'objectif de ces groupes, notamment de celui-ci qui s'intitule Extinction Rébellion, c'est une prise de conscience. Mais est-ce que ces actions sont violentes ? L'avis, quand même, votre avis est assez tranché là-dessus. C'est assez étonnant quand on voit ces images. C'est vrai, Alexandre Delval, que si, avec un peu plus de policiers, eh bien, vous les délogez sans gaz lacrymogène. Alors, ce point a été abordé, c'est tout à fait exact ce que vous dites, et on aurait pu faire mieux, bien sûr, mais on n'a pas toujours le nombre de policiers sous la main, si j'ose dire. Et un des responsables de la police était interrogé aujourd'hui et il disait on n'a pas réussi à trouver le nombre d'hommes. Là, il aurait fallu 150 policiers pour avoir 2 policiers par personne, parce que c'est des gens qui s'accrochent entre eux. Ils sont très, très entraînés. Ils sont habitués à faire ça. Ils sont maximum une trentaine. Ils s'entraînent non seulement à recevoir des coups, mais ils s'entraînent même à recevoir du gaz dans la figure. Ils sont parfaitement entraînés. Mais si, non, ils s'entraînent. Je vous assure que si ils ont une formation. On a du gaz dans la figure, je ne sais pas comment on peut s'entraîner à résister. Si. Les militants professionnels, j'en avais parlé avec un militant trotskiste, il me disait ils apprenaient même à recevoir des coups. Ils mettaient des espèces de protection sur les costumes en aluminium pour apprendre à recevoir et se donner des coups de bâton. Ils s'entraînent. Ce sont des gens qui sont habitués. Et c'est pas du tout une accusation que je fais contre eux. Ils sont habitués à des situations extrêmes. Ils savent que les policiers vont venir les chercher et tout est fait pour qu'il y ait un dérapage. On ne dit pas que c'est bien le dérapage. Je veux dire seulement qu'ils l'ont cherché. Ils ont provoqué ce dérapage. Donc on ne va pas non plus les bénir. Ils ont fait quelque chose d'illégal en provoquant la force de l'État. Guillaume Duval.
Non, mais je pense que dans le cas précis, on voit bien que c'est des petits formats qui sont pas... cette trentaine de militants, c'est pas ça que l'on pose. C'est cette trentaine de militants, ce qui s'est passé à Nantes, etc. Et la question est posée par les policiers. Eux-mêmes veulent des clarifications pour savoir comment, dans un contexte particulier aujourd'hui en France, qui est le nôtre, ils interviennent. Mais les policiers ne disent pas que cela. J'étais avec un contrôleur général de la police récemment qui me disait qu'ils ont des blessés très graves. Je ne parle pas des blessés légers. Tous les jours. Mais j'aimerais un jour que les médias médiatisent autant, mettent autant en scène, interrogent autant, s'indignent autant, et les politiques aussi, et les ONG, et les soi-disant associations, qu'ils s'indignent aussi des centaines, des milliers de policiers et de forces de l'ordre, et aussi de pompiers agressés chaque jour extrêmement violemment. Ce qui m'ennuie, moi, c'est que ça, on va le montrer, ça fait depuis ce matin. On ne parle que de ça dans les médias depuis ce matin. Je n'ai jamais vu une journée entière consacrée aux centaines de policiers agressés chaque jour. Et à leurs enfants dans les cours de récréation. Aux urgences. Il y a des policiers aux urgences chaque jour, parfois mutilés à vie, et même parfois tués, on n'en parle jamais, avec des voitures de police brûlées, des commissariats attaqués, prises d'assaut comme dans une guerre civile. Et ça ne suscite pas autant d'indignation. Et moi, c'est ça qui m'indigne. Alors la violence, l'hyper-violence, c'est pas pour défendre. Quand la violence est légitime... Parle, oui. Non, mais vous avez raison d'évoquer, et c'est évidemment tout un tableau qu'il faudrait essayer d'appréhender. On n'en parle jamais. Si. Mais très rarement. Vous avez déjà vu une journée entière sur des policiers blessés dans tel ou tel département? Sur la voiture. Non, pas une journée entière. Là, ça fait depuis ce matin, alors qu'il n'y a pas eu de blessés graves. Mais quand des blessés graves ou même des policiers sont tués, on en parle moins. Je fais le pari de faire les mesures médiatiques. Je suis confiant sur le fait que nous aurons un accord sur cette voie et nous allons y travailler. Notre crédibilité est profondément entachée avec ces réunions trop longues qui n'aboutissent à rien. Nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse. Alors là c'est un peu culotté parce que la crise actuelle a été provoquée par le fait que M. Macron ait refusé le candidat qui aurait pu être un candidat de consensus, c'est-à-dire Manfred Weber. Donc quand on a provoqué la déstabilisation et qu'ensuite on se plaint que l'Europe donne une mauvaise image, là c'est un petit peu du en même temps gonflé ou du en même temps culotté. Chacun a ses candidats, chacun avance ses pions, mais moi ce qui me frappe c'est la division. Il a fait un blocage. Oui. Qui n'a pas du tout plu à Merkel, qui se venge. Alors ça a entraîné une spirale, et les candidats qui ont été proposés... Ça montre justement l'entente dans ce fameux couple franco-allemand. Mais le candidat proposé par le couple franco-allemand, par dépit, parce que Merkel voulait Weber au début, il a complètement rendu hystérique l'Europe de Visegrad et Salvini, parce qu'on ne pouvait pas trouver pire que Timmermans. C'est la bête noire des populistes, et c'est la bête noire de la Hongrie, c'est l'homme qui a voulu mettre au banc la Pologne, la Hongrie, et qui insulte Salvini, et qui a voulu... enclencher des processus de sanctions contre la Pologne et la Hongrie. On ne pouvait pas trouver un candidat aussi clivant que lui. Donc il faudrait aussi questionner ceux qui ont éjecté Weber, qui était un homme de consensus, et qui ont proposé Timmermans, qui ne pouvait que susciter l'hystérie de l'Europe de l'Est et de Visegrad et de Salvini. Arnaud Benedetti.